Donc on se retrouve avec un militant du Parti des travailleurs belges. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler parce que quand on est en France, on entend souvent parler de ce parti-là, un gros parti qui a réussi à unifier une gauche radicale en Belgique. Mais on n'en connaît pas tellement plus que ça, à part les sorties de son secrétaire général qui s'appelle Edbou, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Vous voyez que j'y connais pas grand-chose, et justement, on va recevoir Nabil pour nous en parler un petit peu. Nabil, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends parfaitement. Bon, du coup, est-ce que je prononce mal le nom du dirigeant du parti, du secrétaire général ? Très mal. Ça se prononce comment ? Edbo ? C'est Raoul Edebo. Edebo, ok. Bon, eh bien, on va partir là-dessus. Donc, tu comptais nous présenter peut-être d'abord un peu le système belge, parce que c'est vrai qu'on connaît pas trop, nous, en France, déjà qu'on connaît des fois pas trop comment se passe exactement notre système, alors le système belge, c'est un petit peu loin, quoi. Ouais, bah donc bonjour à tous les gens qui sont présents sur le live et à ceux qui regarderont la rediffusion. Donc le système belge, c'est un État fédéral, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas d'élection présidentielle. On a le vote, comment il se présente, c'est le jour du vote, le jour des élections, on a les élections fédérales, régionales et européennes. Alors fédéral, c'est vis-à-vis des institutions fédérales, c'est-à-dire le roi, le gouvernement, avec la Chambre des représentants, le Sénat, et il y a aussi les entités fédérées, qui sont en fait les 3 régions de la Belgique, c'est-à-dire la région wallonne, la région Bruxelles-Capitale et la région flamande. Et on a également des 3 communautés qui ne sont pas, on peut pas les calquer directement sur la région, enfin on peut en calquer 2 sur 3 en fait, c'est-à-dire que il y a la communauté linguistique francophone, la communauté linguistique néerlandophone et la flamande, et la communauté linguistique allemande, germanophone. D'accord. Ouais. Entre ces 3 entités, ça se tape un peu dessus, non, de ce que j'ai compris. Oui, ça se tape beaucoup dessus. On a eu une période un peu sombre où on n'avait pas de gouvernement parce que ça se tapait beaucoup trop dessus. Et on n'avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de possibilité d'accord. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que du coup, on a une coalition en fait entre les partis. D'accord. Parce que évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque région a son parlement. Donc il y a le parlement bruxellois, il y a le parlement wallon, le parlement flamand. Il y a aussi la Chambre des représentants et du coup c'est le quoi, Sénat. La Chambre des représentants, c'est un truc supérieur aux 3 parlements ? Pardon ? La Chambre des représentants, c'est quoi ? C'est un truc supérieur aux 3 parlements ? C'est une instance au-dessus ? C'est c'est dans les institutions fédérales et les parlements, c'est dans les entités fédérées. Pour autant, c'est pas pour autant qu'en fait l'un est au-dessus de l'autre en termes de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de particulier en plus, une petite particularité belgo-belge, c'est ce qu'on appelle l'équivalence en fait des normes et les compétences exclusives. C'est-à-dire que voilà, tout se vaut, si j'ai envie de dire, même si en fait, au niveau de l'État, de l'État fédéral, il y a une prééminence vis-à-vis de la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a des lois spéciales qui peuvent être prises au niveau fédéral et être répertoriées sur les entités fédérées. Mais voilà, c'est un peu les privilèges vis-à-vis de ça. D'accord, mais donc il n'y a pas forcément de supériorité du pouvoir réellement au niveau... C'est pas comme la France qui est quand même assez jacobine, où les choses sont centralisées, notamment à Paris, où les choses sont choisies et puis après tout le monde applique. C'est c'est plus libre, quoi, on va dire. Chaque État, chaque institution fédérée fait son truc, et puis après sur quelques grandes lignes, il y a l'État fédéral qui intervient. C'est exactement ça. C'est en fait sur des grandes lignes type la santé publique, les affaires intérieures, la sécurité sociale. Là, c'est l'État fédéral qui va diriger les grandes lignes, et après il y aura évidemment les particuliers. Ce qui fait par exemple que dans la région flamande, si vous voulez, on a en tête de liste 2 partis politiques, enfin
Voilà, les deux premiers partis politiques, c'est la N-VA et le Vlaams Belang, qui sont très très à droite. Mais en Wallonie, on a le PS et le PTB, on a le PS, le MR et PTB, voilà, dans les élections, qui est pas loin derrière. J'ai confondu la place du MR et du PTB parce que dans les derniers sondages qui sont sortis, ils mettent le PTB en deuxième et le MR en troisième. Alors voilà, peut-être que vous savez pas, mais le PS, c'est Parti Socialiste, ça, voilà, vous connaissez. Le MR, c'est de centre droit, voire ça va de plus en plus à droite. Et le PTB, eh bien, c'est le Parti des travailleurs belges. Donc on a cette dichotomie assez claire et nette en fait entre la Flandre et la Wallonie où voilà, c'est gauche-droite quoi, très clairement. D'accord. Et du coup, est-ce que ça permet d'avoir une politique vraiment un peu différente entre les deux, ou est-ce que malgré tout, avec l'État fédéral au-dessus, il y a une politique globale de la Belgique? Il y a les deux, c'est pas deux pays distincts, même si le Vlaams Belang par exemple a pour objectif une scission en fait sociale entre les Wallons et les Flamands, mais c'est pas pour autant que tout est directement lié et tout est uniforme. Il peut y avoir des différences. On pourrait s'arranger, nous on récupère la Wallonie en France et on laisse la Bretagne qui vote Macron, on la laisse en Angleterre quoi. Comme ça on récupère des gens qui votent Parti des travailleurs belges et puis tu vois le truc? On peut faire ça. D'accord. Pour ça, on peut s'arranger en coulisses. Et du coup, le Parti des travailleurs belges, parce que là tu dis ça, tu dis il y a le PS, le PTB, mais en fait pour les gens, quand on connaît pas trop, on sait pas si c'est un parti radical de gauche vraiment, ou si c'est un parti un peu plus mignon, si c'est un parti vraiment ultra extrême gauche. Enfin, c'est quoi le PTB du coup? Alors le PTB, initialement ça prenait des directives maoïstes. Ça a pris naissance à la fin des années 70, donc 79 en l'occurrence. Ça avait une tendance maoïste comme ça. Ensuite, ça s'est un petit peu éloigné de cette tendance maoïste, mais c'est resté très anticapitaliste, très marxiste. Ça c'est voilà. Parce que moi je me souviens d'un bouquin que j'avais lu qui s'appelait Un autre regard sur Staline et c'était écrit par un mec du PTB et c'était un bouquin genre t'écris un bouquin comme ça en France, tout le monde te traite de stalinien et c'est finito quoi. Le PTB on lui ramène souvent Staline sous le nez au cours des conseils communaux je veux dire, les membres des partis de droite n'hésitent surtout pas à ramener le PTB à Staline, au goulag, etc. Maintenant, la directive du PTB, est-ce qu'elle est stalinienne? Ça, voilà, je m'avancerai pas là-dessus. Enfin, clairement. De toute façon, ça n'a aucun sens d'être stalinien. Enfin, genre en 2023, qu'est-ce que ça veut dire être stalinien en 2023? Ouais, c'est ça comme aussi. s'il y avait la guerre froide, qu'il y avait la scission sino-soviétique. Enfin. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'une idéologie, il faut la remettre dans son contexte et qu'on peut pas s'extraire comme ça en disant voilà, je suis stalinien en 2023. C'est un peu particulier. C'est un peu voilà. Mais en tout cas, le PTB, lui, il est très clairement marxiste et il s'affirme en tant que marxiste. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez aller regarder les interviews de Raoul Edebo, et d'autres membres aussi qui prennent beaucoup la parole en public et ils sont très très axés sur ça. Le programme politique ne ment pas là-dessus. On parle de nationalisation, de planification économique, de gratuité des transports en commun, d'un minimum de pension. De 1500 € net par mois, de l'abaissement des salaires des députés. Voilà, sur ce coup-là, voilà, le PTB, il est très très à gauche quand même. Et il y a avant de parler vraiment des spécificités, je sais pas, du programme et tout, j'aimerais bien savoir comment c'est structuré. C'est une question qui est peut-être un peu chiante, mais une question de militant pour le coup. Est-ce que c'est un parti un peu démocratique? C'est un parti. C'est fait comment? C'est structuré comment? C'est un parti en fait qui s'organise. Alors comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc j'espère que tout le monde a saisi un petit peu cette répartition entre les régions, les communautés, tout ça, la Chambre des représentants, le Sénat. Et donc les partis politiques en Belgique, eh bien ils doivent s'arranger avec tout ça. Le Parti des travailleurs belges, le PTB, ce qu'il fait, c'est qu'il est
national. Ça veut dire que où que vous soyez en Belgique, il y a une présence du PTB. Alors, en fait, dans les grandes villes, il y a ce qu'on appelle des groupes de base, en fait. Ce sont des petits groupes situés dans chaque ville où des militants de la ville, voilà, agissent en faisant la promotion de pétitions du PTB, en faisant la promotion de revendications du PTB. Et voilà, au-dessus, il y a un petit peu, on va dire, des cadres comme ça. Il y a ceux qui sont dans les chambres des représentants, des sénats, des parlements. Ils sont proposés par les militants du PTB, les cadres, et c'est comment? Là, on parle de centralisme démocratique dans le chat. C'est comme ça? C'est-à-dire qu'il y a une vraie démocratie interne, ou c'est un peu plus comme la France insoumise en France, où en gros, c'est un peu plus du copinage? Je sais pas, je sais pas exactement comment c'est la France insoumise, mais oui, c'est ça. Le centralisme démocratique, ça colle très bien avec leur politique intérieure. D'accord. Et en fait, de laisser une place à tout le monde, mais voilà, on essaye de se répartir les tâches convenablement, parce que la Belgique, c'est pas un pays voilà, unifié totalement, donc parler de centralisme total, c'est un peu compliqué, mais voilà. D'accord. Et juste au niveau des financements, il est financé comment, le parti? Il est financé il y a une cotisation des membres. C'est quoi? C'est 1% du salaire, comme dans la plupart des partis communistes? Pardon? C'est 1% du salaire, comme dans la plupart des partis communistes et des choses du genre? Non, quand tu rentres en fait dans le parti, tu payes une cotisation pour être membre. Alors il y a différents différents statuts de membres, plus ou moins chers. T'as les membres Gold, t'as le Prime, D'accord. Non mais en fait tu peux être par exemple un membre, tu vois, un membre consultatif en mode on va t'appeler, on va te dire voilà, le PTB a mis en place un nouveau magazine. Typiquement dernièrement il y a un magazine qui a été une revue qui a été mise en place qui s'appelle le Dragon Rouge. Typiquement on appelle les membres consultatifs, on leur dit voilà, il y a un nouveau magazine une nouvelle revue mise en place par le PTB. Est-ce que vous seriez d'accord pour les distribuer dans votre quartier? Alors, il répond oui, non, voilà. Et puis, on a aussi d'autres membres qui sont un peu plus présents sur le terrain, un peu plus actifs, qui ont la liberté et qui prennent le choix de donner plus de temps au parti. Du coup, ça, c'est des membres voilà, qui vont payer, par exemple, un abonnement pour la revue Solidaire, qui vont faire des donations. Et au niveau aussi du financement, il y a le salaire des députés en fait qui est, enfin, les parlementaires du PTB, ils reversent 60 à 65% de leur salaire en fait au parti pour avoir un salaire qui est dans les 2005 quoi. D'accord, donc c'est cool, ouais. Ok. Et comment est-ce que tu expliques qu'il y a un parti comme ça, qui soit un parti quand même marxiste, un peu vénère, un peu droit dans ses bottes, quoi, qui fasse autant de pourcents en Belgique quand on voit l'état de la gauche marxiste dans le reste de l'Europe? C'est quand même incroyable, je veux dire. On a l'impression qu'ils, je sais pas combien ils font, tu vas nous dire, mais ils font genre 20% ou un truc comme ça, alors que c'est il y a eu marxiste, un bon, quoi, quand même, hein, j'ai envie de dire, le PTB, historiquement, il y a eu un bon. Si vous prenez le nombre de membres qu'il y a au début des années 2000, ça dépasse pas les 1000. Si vous prenez aujourd'hui le nombre de membres, c'est 24 000, 25 000 aux alentours. C'est un bond extraordinaire. Ah ouais. Aujourd'hui, franchement, ça prend beaucoup de place le PTB. C'est pas rien de le dire. D'accord. En fait, ce qu'il faut mettre en avant aussi, hein, parce que ça c'est une politique interne qui est très 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 intéressante chez le PTB et très pertinente d'un point de vue marxiste, qui va s'intéresser non seulement évidemment à la proposition que peut faire un parti, mais également à l'intérêt vis-à-vis des conditions matérielles d'existence des gens. C'est que tous les 5 ans il va organiser un congrès et il va adapter sa stratégie politique vis-à-vis de la situation en Belgique, la situation matérielle en Belgique. Et je pense que ça a beaucoup joué, enfin je pense, c'est sûrement... Voilà, d'une part, il y a eu les conditions matérielles qui ont fait que il y a eu beaucoup plus de difficultés pour la plupart des gens. D'autre part,
il y a le fait aussi que le PTB a su varier sa stratégie, a su s'adapter aux défis actuels, a su s'adapter à toutes les problématiques. Ouais, mais c'est étonnant. Et d'ailleurs, ce congrès, c'est un truc public, je veux dire, on peut y assister, ou c'est un truc un peu privé, un peu manigancé comme ça par un petit groupe? Un peu manigancé. Il me semble, alors ça je préfère pas dire de bêtises parce que ça j'y ai pas encore assisté, j'ai pas encore assisté à ce congrès pour l'instant, mais je préfère être honnête sur ce point. Ouais. Moi comme je suis membre, très clairement, ah non, je me souviens, excuse-moi. T'es membre Gold? J'ai complètement bafoué. Pardon? T'es membre Gold, toi, en plus. Pour les membres Premium. Non, en fait ce qui se passe c'est que pour éviter que tout le monde se ramène, ou tout le monde peut se ramener en vrai, hein, mais c'est au niveau des membres hein, principalement. Parce que le congrès, c'est quand même des prises de décision au niveau du parti. C'est-à-dire que si tout le monde vient, et voilà, ce sera un peu le. C'est pas non plus. C'est pas un débat populaire. C'est sûr, mais tu vois, en France, on avait la CGT, par exemple, ou le PCF, qui faisait un congrès qui était retransmis sur Internet, tu vois, donc c'est quand même intéressant. Ça ne les empêche pas après de faire un petit comité central et puis de manigancer leurs trucs entre eux s'ils veulent, mais c'est pas mal, je trouve, pour les gens, quand t'es extérieur à un parti, de voir qu'en fait, y a du débat. Parce que des fois, ces partis-là, ils paraissent très verticaux, et tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même un peu de débat, tu vois. Ok, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Maintenant, ce qui se passe en fait, c'est que durant le congrès, on fait d'abord un travail de fond pour préparer un peu le débat qu'il y a entre les délégués des différents groupes de base dont je t'ai parlé précédemment. Et ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un compte rendu en fait. Il y a un petit bouquin qui sort, voilà, et qui permet d'avoir un compte rendu sur les décisions du parti. Maintenant, est-ce qu'on peut assister au congrès en live direct? Je n'ai pas eu d'écho vis-à-vis de ça. Ouais. Ok. Et donc du coup, je te demandais pourquoi est-ce que ça a marché, mais pour l'instant, on n'a pas parlé de la ligne en fait, parce que des partis marxistes, il y en a, il y a tout et n'importe quoi comme ligne. La ligne de base, ça reste toujours des lignes sociales, mais sur des questions, par exemple, sur des questions internationales, sur les questions de genre, de racisme, de choses comme ça, des fois ça diffère un peu et ça peut expliquer aussi peut-être pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche pas, peut-être la situation aussi en Belgique qui est particulière. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mais sur la prise des décisions du parti et sur son programme, sur comment il fait pour s'adapter, ça, le parti a été très rapide et a répondu très vite aux défis, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, sur le mouvement LGBT, sur la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre la transphobie. Il s'est positionné très très vite le PTB là-dessus, et il s'est positionné en faveur de toutes les luttes en faveur des minorités et contre évidemment toute forme de discrimination. D'ailleurs, comment dire, tu parlais de l'international. Avant même d'arriver à l'international, le PTB, ils ont quand même une politique interne qui est assez, qui est d'unifier un peu le pays, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut bien comprendre que le Vlaams Belang et tous les partis de droite en Flandre, ils veulent faire une scission dans le pays. Le PTB comprend bien, par exemple, que ce serait pas dans l'intérêt des travailleurs de faire ça, donc eux ils poussent pour que le pays reste unifié, parce que cette scission, par exemple, elle serait totalement antisociale, elle laisserait les travailleurs flamands se faire bouffer par le capital. Oui, parce que ce qu'on dit pas là, je sais pas si tu l'as dit, mais je crois pas, c'est que pour ceux qui connaissent pas, en Belgique, les Flamands, c'est un peu des libéraux et tout, et donc du coup, c'est sûr que si la seule partie qui a un peu de gauche dans la Belgique commence à être à scissionner, à être divisée, les Flamands ils vont être thatcherisés x 1000 quoi. C'est très clairement ça, hein. C'est très très clairement ça. Et donc il y a aussi donc tu parlais de l'international, par exemple, par exemple, si tu prends l'espèce de guerre froide qu'il y a entre les États-Unis et la Chine en ce moment, le PTB il se positionne pas directement en faveur pour la Chine ou pour les États-Unis, ou contre la Chine, contre les États-Unis. Ce qu'il fait, par exemple, c'est qu'il va très clairement dire on peut pas être indifférent vis-à-vis de ça. Ça, c'est une ligne très claire et que
moi personnellement j'apprécie. Je sais que ton public à qui tu as lu l'excellent texte de Gramsci sur l'indifférence doit pouvoir apprécier. Donc par exemple, à la suite du congrès donc on appelle ça le congrès de l'unité de 2021, on parlait de ça en quelques mots, on disait voilà, la Chine, je cite ici, la Chine n'est donc pas notre modèle de socialisme et de nombreuses questions se posent quant à son développement futur, mais la guerre froide menée par les États-Unis contre la Chine ne peut pas nous laisser indifférentes. Donc par exemple sur la Chine, voilà, ils essayent de nuancer un petit peu le propos. Je reprends un autre, toujours dans le même bouquin sur le congrès de l'unité. Voilà, ils apportent l'idée que, je cite, en 40 ans, la Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté grâce à d'importants investissements publics, des programmes de développement et des programmes sociaux. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant, mais c'est des questions sur lesquelles on est un peu fébrile parfois à gauche. Alors je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais tu sais, nous, il y a énormément de puissance, de l'atlantisme, même à gauche, avec des gars comme Kluxmann par exemple, avec des partis comme ELV, comme le PS, et donc du coup, des fois à gauche, on est un peu, on a un peu le cul entre deux chaises, il y en a qui cèdent. Même quand leur programme, par exemple, je prends le programme du PCF, qui est plutôt pas trop mal sur l'international, pas sur tout, mais on voit très bien que, par exemple, Roussel, il va être tout de suite mal à l'aise quand on aborde ces sujets-là dans les médias. Mélenchon, c'est quelqu'un qui se fait un peu moins dicter les choses, donc il est un peu moins mal à l'aise, alors qu'en final, il a la même ligne que Roussel à peu de choses près, quoi. Mais c'est des trucs, je sais pas, la guerre en Ukraine, c'était très 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 compliqué de se positionner contre le positionnement de l'OTAN et le positionnement atlantisme en mode let's go, on envoie des bombes à perpétuité. Sur Taïwan aussi, c'est compliqué de se positionner, donc je sais pas comment ça se passe par rapport au PTB et puis par rapport à la Belgique pour ça, en Belgique, mais c'est vrai que c'est des questions, nous, qui se posent, et pour l'instant, je trouve qu'on est acculé, quoi, en France. Acculé au sens où il n'y a pas de réponse qui est bien fournie par les partis gauche en... Un peu, moi je trouve que Mélenchon est pas mauvais là-dessus, et le PCF aussi, en général. Faut que les gens, je pense que les gens commencent à comprendre, le PCF a plutôt une bonne ligne, mais Roussel, je pense, manque de courage ou manque d'habitude, ou je sais pas quoi, en interview, et alors que dans son programme, il a la sortie de l'OTAN, par exemple. Si on lui dit en interview, du coup vous voulez sortir de l'OTAN, il dit ah non mais pas maintenant, là il y a la guerre machin et tout, enfin je trouve qu'il est un peu mou du genou, quoi. Mais c'est des choses, Taïwan, l'Ukraine et tout, c'est des trucs où on a du mal à avoir un positionnement, alors que le positionnement, je trouve, il doit être assez clair, quoi. C'est pas un positionnement pro-russe, c'est pas un positionnement pro-OTAN, on doit se positionner pour la paix, enfin voilà, on doit avoir un positionnement assez limpide, et en fait, dès qu'un gars de gauche est interviewé sur ces questions-là, en France, il commence à bégayer, soit à du coup se soumettre à la doxa atlantiste otanesque, soit du coup il dit pas grand-chose et puis il la ferme, quoi. Au niveau du PTB, ils ont vraiment comme objectif, l'objectif du parti, c'est l'arrêt en fait de la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Et en fait de trouver une solution pacifique, parce que eux par exemple ils vont te dire que la probabilité que la Russie que la probabilité que la Russie gagne la guerre en occupant toute l'Ukraine militairement, ça c'est pas, voilà, c'est proche de zéro, mais une victoire de l'Ukraine ne sera pas une libération totale du territoire ukrainien de l'occupant russe. Donc ce qu'ils vont mettre en avant, c'est une solution pacifique. Mettre un terme à toute... je crois que c'était le chef des armes américain, Mark Milley, qui avait dit, en fait, livrons davantage d'armes, l'Ukraine doit gagner, machin. Et le PTB, non, surtout pas, en fait. Cessons, en fait, cette guerre qui ne sera pas illimitée et qui, en fait, fait plus de dégâts qu'autre chose. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir une position comme ça, tout en condamnant aussi les crimes russes en Ukraine. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais je veux dire, en France, c'est une voix qu'on entend assez peu, en fait. À part peut-être un peu Mélenchon, mais voilà, ça demande... c'est très très compliqué en France de prendre ces positions-là, quoi. Et voilà, j'imagine que le PTB doit aider quand on a quand même une assez grosse puissance de frappe électorale et qu'on est un parti marxiste. Je pense que ça doit peut-être un peu désintoxiquer le
médiatique, même si j'imagine qu'ils sont pas les plus invités sur les médias, quoi, mais par rapport à ça, j'imagine que c'est intéressant, quoi. Le PTB ? Ouais. Le PTB, ils ont une présence médiatique sur Internet. Ça, ils se font très bien entendre pour le coup. Ils ont vraiment des porte-paroles géniaux. Moi, je vous invite à aller voir les interventions de Raoul, les interventions de Joss. Il y a plein d'interventions qui sont vraiment super pertinentes. Là, je voulais citer en bref sur l'Ukraine, mais très clairement, voilà, c'est une position claire et directe, parce qu'en fait, c'est vrai que à essayer d'être dans un camp puis dans un autre, ça crée des confusions, ça crée des confus, et après on se retrouve dans des situations politiques un peu bizarres où tout le monde est un peu dispersé. Là, ça a été très clair, c'est souveraineté de l'Ukraine si vous voulez, et garantie sécuritaire pour les deux pays. Donc à partir de là, ça a été très simple, mais condamnation, évidemment, de l'invasion militaire, de l'invasion russe, pour le coup. Parce que nous, en fait, en France, avec une position comme ça, tout de suite, Mélenchon s'est fait taxer de pro-Poutine, de je sais pas quoi, qu'en fait il était pour l'invasion russe limite, alors qu'il a toujours condamné l'invasion russe, mais dès le premier jour, hein, donc c'était assez compliqué. Enfin bref, on va pas faire un live sur l'Ukraine, mais tu vois ce que je veux dire. Au niveau international, en France, on manque de possibilités, quoi, d'affirmer une ligne haute que la ligne atlantiste, quoi. Donc donc on a fait l'international. Tu me parlais des questions de genre, je sais pas si les questions de race, il y a quelque chose. Tu veux me parler même des questions économiques, parce qu'au final on a passé ça en disant ouais, c'est évident pour un parti marxiste, mais c'est évident, mais bon, qu'est-ce que c'est quoi le discours, par exemple, sur les questions économiques? Ouais, le discours, il est encore une fois, j'aimerais au risque de me répéter, l'air est évident. C'est nationalisation des entreprises d'énergie. D'accord. De certaines entreprises d'énergie, nationalisation de certaines entreprises bancaires et également de transport. Avec ça, c'est une planification économique dans un but précis. C'est pas une planification économique qui va dans n'importe quel sens. C'est pour répondre à une problématique contemporaine de l'espèce humaine, qui est la problématique de l'écologie. D'accord, il y a un discours écologique fort au PTB ? Évidemment, ça fait partie des points sur lesquels le PTB a travaillé, évidemment, à travers des congrès pour répondre aux problématiques présentes. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la force du PTB, c'est de s'adapter en fonction des problématiques matérielles, des habitants. D'accord. Et tu me parlais d'un minimum de salaire, tu me disais 1500, tu me disais 1500 euros. Au niveau de la retraite, je crois que la Belgique, vous faites vraiment avoir mais justement, en fait, c'est la retraite en Belgique, pour ceux qui savent, elle est à 67 ans. Combien d'annuités tu sais ? Ça, non, je sais pas. Okay. Je peux trouver l'info, c'est pas... Ouais, je vais la trouver si tu veux, je sais pas. Mais du coup, le PTB, donc tu parlais du salaire minimum, c'est la pension minimum. C'est-à-dire que le PTB, il revendique d'avoir une pension minimum à 1500 euros net par mois. Même si on travaille pas ? Attends, tu m'entends ? Oui, je t'entends, ouais. Ouais, donc même si on travaille pas, c'est pas le salaire minimum, en fait, c'est un genre de revenu de base, c'est ça ? Non, c'est une retraite. C'est la retraite. C'est la retraite. Oui, c'est peut-être que vous dites plus souvent pension en comment ça s'appelle en Belgique, mais oui, ok, c'est sûrement ça. Ok, c'est la retraite minimum 1500 euros, donc c'est pas mal. Et puis est-ce qu'il y a un âge de départ différent, ou est-ce qu'il reste à 67 ans, tu sais ? C'est 67 ans. Oui, par rapport au PTB, c'est ça ? Oui, par rapport au PTB. Très clairement, le PTB, en fait, il souhaite diminuer l'âge de la retraite. Maintenant, j'ai pas les modalités sur quel âge exactement. Mais très clairement, ils ont remis sur la table le sujet de la retraite, parce que on avait l'impression que c'était un peu bouclé. Il y avait plein de gens, par exemple, qui disaient la France, ils se plaignent que l'âge de la retraite ça augmente, alors qu'en Belgique c'est 67 ans.
très clairement, beaucoup de gens à gauche en Belgique te disent que en fait c'est scandaleux que ce soit à 67 ans, c'est pas du tout normal. Là on essaye tous de s'aligner sur un... Dans le chat, il y a marqué prépension à 58 et pension à 60, c'est la position du BTB. Ok. Mais et j'ai regardé sur internet, mais vous faites baiser, c'est un délire, c'est 45 annuités en plus chez vous. Moi de ce que je sais, ouais, c'est une carrière de 40 ans, moi, de ce que je vois. Ouais, moi je vois sur internet 45 années de cotisation, quoi. Enfin, 45 années de cotisation, 45, taper, okay. C'est possible, mais ouais. C'est possible que ton info soit... Là, en fait, la pétition du PTB qui avait été lancée pour que le salaire soit à 1 500 €, c'était sur base d'une carrière de 40 ans. D'accord, oui, du PTB, du PTB, mais là je te parle de la retraite en Belgique en général. Ouais, attends, à 67 ans avec 45 années de travail, quand t'es aide-soignante... Je pense que t'as mérité ta retraite. Non, mais 67 ans, hein, c'est vraiment très très tard. Hein. Je sais plus où était le slogan, mais je dirais à 67 ans, tous les métiers sont pénibles. Hein. Pas de... Bah, bien sûr, mais encore plus les métiers physiques, quoi, qui sont en plus les métiers qui en général gagnent le moins. Ouais, là on arrive. Ouais, c'est vraiment. Ouais, 67 ans, c'est beaucoup. Ça fait. Mais j'espère que voilà, de votre côté, ça vous fait pas relativiser en disant bah ça va, la réforme de retraite, regardez la Belgique, ça va. Non, surtout pas. Hein. Nous, voilà, on est contre ça et vous faites bien de vraiment de vous donner corps et âme pour éviter d'avoir ça. Comme ça, nous après, on sentirait une petite motivation à l'international. Donc tu nous as parlé des positions économiques, des positions sur le genre, par rapport aux positions sur l'antiracisme. Nous, on en parle souvent en France actuellement parce qu'il y a une montée du racisme en France, il y a une montée comme ça de gens qui veulent la guerre civile en fait. Et j'aimerais bien savoir, vous, c'est quoi vos positions, qu'est-ce que vous proposez? J'imagine que vous n'êtes pas un parti raciste, hein, je sais bien, mais voilà, j'aimerais bien que tu nous parles de ça, de la situation en Belgique par rapport au racisme. Le plot twist du live, ça y est, il était temps de vous le dire. Non, évidemment. Ouais. Évidemment que les luttes antiracistes c'est une évidence, mais je vais venir avec des exemples concrets pour amener un petit peu ce sujet. Récemment, vous avez eu l'affaire avec Naël. Je sais pas quelle était la prise de parti. Je sais que Ruffin, il avait fait des tweets un petit peu polémiques. Ouais, parce que Ruffin, il essaie de draguer en fait l'électorat frontiste, un peu d'extrême droite et tout, et donc du coup il a un peu le cul entre deux chaises, donc il est là sous soutien à la famille de Naël et du policier, tu vois. J'abuse un peu, hein, c'est pas ça, mais il est un peu comme ça, tu vois. J'ai vu le tweet en passant, donc ouais. Et après il s'excuse quand il voit qu'il a dit une dinguerie. ouais, j'ai vu ce qu'il en ressortait. Par exemple, en fait, on a eu un événement pratiquement similaire à Bruxelles qui était la mort de Adil. Donc Adil, voilà, il était pris dans une course poursuite et il a été percuté en fait par une voiture de police qui venait en renfort. Et le PTB vis-à-vis de ça avait pris parole. Ils avaient clairement dit voilà, il faut une justice pour Adil, tu vois, en l'occurrence. Ils ont également pris parole même sur Naël, l'événement qui avait eu lieu. Ils ont très clairement condamné en fait ce qui s'était passé avec le policier. Ils ont pris parti. Il y a beaucoup plus de trucs. En Belgique, il y a encore plus d'exemples sur ce genre de phénomène à Bruxelles. Ah bon, les violences policières, c'est très intense en Belgique. La police, c'est comment dire? Parce que nous c'est vraiment de pire en pire hein, ici. Hein. Nous, on était là, ouais, les États-Unis et tout. Par rapport à nous, c'est n'importe quoi. Au final, même aux États-Unis, ils sont choqués avec l'affaire Naël. Ouais, mais ici, il y a eu une affaire avec Sanda Dia aussi. C'est en fait un jeune d'origine africaine. Mais qui était né en Belgique, qui est décédé en fait à la suite d'un baptême. Vous devez avoir ça aussi hein, dans vos universités, je pense. Ah oui. Voilà. Oui. Ouais, ok. Ouais, mais on sait jamais. Et voilà, en fait, il était mort de déshydratation parce qu'il avait bu beaucoup trop d'alcool ou je ne sais quoi. Et en fait, c'était passé sous silence. Les acteurs en fait du baptême n'avaient pas eu directement été clairement passés
comment dire, c'était passé sous silence en fait l'événement, et c'est le PTB qui a remis ça sur la table en disant écoutez, qu'est-ce qui se passe, parce que ça, en fait ça s'est déroulé en fait, dans une université flamande avec voilà des élèves un petit peu bien cotés, tout ça, et il a remis sur la table la notion de justice de classe, et il a également voilà soutenu un discours antiraciste en disant comment ça se fait que cet élève là il ait eu ça et ce soit passé sous silence. Il a soutenu le PTB a remis sur la table la notion de justice de classe au sens où voilà ceux qui étaient normalement accusés à la base ils sortaient tranquilles quoi. Hein. D'accord, ouais. Parce que en fait ils venaient de voilà. Et pourquoi de classe? C'était des étudiants un peu bourgeois, c'était parce que c'est quand tu parles de baptême, ça c'est des bizutages étudiants, c'est ça? Ouais, c'est des visitages un peu étudiants, mais parfois ça peut aller très très loin. Hein. Oui, bien sûr. Parfois ça peut aller très 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 loin. Et là, en l'occurrence, c'était dans l'université de KU Leuven, qui est une université voilà avec voilà qui est bien cotée. Et ouais, c'est ça en fait. D'accord, donc des étudiants bourgeois, voilà, qui visitent un gars qui est beaucoup plus pauvre qu'eux, d'origine étrangère déjà, d'origine étrangère, africaine. D'accord, c'était ça l'histoire. Mais est-ce qu'il y a eu une cagnotte d'1,5 million pour les étudiants? Parce que nous, c'est ça le problème. Nous, maintenant, il y a même des cagnottes pour les flics qui tuent des gamins. J'en rigole, mais c'est vraiment nerveux parce que c'est une chose, enfin, c'est impensable, quoi. J'aurais jamais. C'est vraiment tuer un arabe et pète tombe le million, quoi. C'est vraiment. C'est le délire, hein. C'est vraiment le délire. C'est un truc, mais c'est. Non, franchement, il n'y a pas eu de cagnotte, heureusement. Mais là, c'était pas possible. Ok, donc on a parlé de racisme, on a parlé de questions de genre, on a parlé de questions économiques. L'écologie, on a un peu abordé. Dans quel type d'écologie d'ailleurs vous êtes? Parce que nous, on a une branche écolo, mais qui est un peu des fois qui flirte avec des aspects anti-science, des aspects un peu tu vois, un peu bobo réac. Je sais pas si vous êtes là-dedans ou si c'est plus c'est un peu plus scientifique, un peu plus planification. Par exemple, on prend le PCF sur les questions écolo. Je trouve est beaucoup plus sérieux qu'un parti comme je sais pas, comme le PS ou même comme ELV au final, quoi, parce que le discours du PCF est un discours qui est plus basé sur les rapports du GIEC, voilà, qui est pas un truc en mode ouais, la technologie c'est pas très bien, et puis voilà, quoi. Nous on a la France Insoumise aussi, mais la France Insoumise, je trouve, fait je sais pas si tu connais, mais en gros elle drague un peu Europe Écologie Les Verts sur les positions qui sont pas très scientifiques, parce que je pense qu'elle a besoin de cet électorat-là, alors que de base, c'est quand même un parti sur l'écologie qui est carré, quoi. La France Insoumise, il y a beaucoup de propositions, c'est assez cool, mais du coup, j'ai l'impression qu'elle se force à être anti-nucléaire, en mode oui, mais si une météorite tombe sur nos centrales, ça va poser problème. T'es là, ouais, d'accord, est-ce que vraiment on va faire nos choix par rapport à ça, quoi? Je vois. Bah, du coup, oui, voilà, vous êtes un peu comment par rapport à ça, quoi? C'est très simple, tu prends les discours que tu peux trouver, les interviews que tu peux trouver sur internet. La ligne du PTB, c'est fin de la taxe carbone, qui en fait pénalise plus les foyers qu'autre chose, et nationalisation des énergies, des entreprises d'énergie, et investissement en milliards sur l'énergie vers une direction d'énergie verte. Voilà, là ça fera plaisir à petit Janko, et c'est comment dire, après il y a des trucs un peu plus précis, hein, c'est-à-dire qu'il y a une tournure vers l'hydrogène par exemple, il y a un recyclage des matières premières, pas des matières premières, un recyclage des matériaux pour les économiser, il y a une lutte contre l'excès d'emballage. Il y a la fin de l'amiante dans les bâtiments. Il y a, juste, vous en êtes où par rapport au nucléaire en Belgique? Il y a des centrales? Parce que il n'y en a pas dans tous les pays, mais vous avez des centrales nucléaires, vous? Tu crois qu'on... Pourquoi tu te marres? Là, tu
Tu viens de nous tacler comme ça devant tout le monde. Non, mais je sais pas, il y a des pays où il n'y a pas de centrale. Évidemment. Oui, on a des centrales. Pourquoi tu dis évidemment? Il y a des pays qui n'ont pas c'est comme si tu m'avais demandé est-ce que vous avez internet, tu vois. C'est comme si tu m'avais demandé. T'aurais pu me demander est-ce que vous avez internet, je l'aurais pris de la même manière, tu vois. C'était oui. Mec, l'Allemagne n'a pas de centrale nucléaire. L'Allemagne n'a pas de centrale nucléaire aujourd'hui. Oui, mais tous les belles chansons dans le chat. Oui, bâtard. Ok, donc vous avez des centrales nucléaires. C'est quoi votre position par rapport au nucléaire? Bien, pas bien, position mitigée, c'est quoi? Tac. Vis-à-vis des centrales nucléaires, je t'avoue. Alors, moi, je vais te dire, attends, je vais partir. C'est pas un grand débat parce que nous, c'est un putain de grand débat à gauche là, le nucléaire. Vous, c'est pas, tu sais même pas en fait, c'est pas un grand débat. Non, c'est pas que c'est un grand débat. Hein. Par contre, parfois, c'est mon ignorance qui parle. Ouais. Parfois, c'est juste ça en fait. Hein. Donc, sur le nucléaire, il y a une centrale qui a été fermée récemment. Il y avait des projets de fermer des centrales, ce qui pénalise beaucoup en fait ce qui pénalise beaucoup la Belgique. Mais le PTB là-dessus, je sais pas, franchement. Ils savent pas trop dans le chat. Il y en a qui disent ils sont plutôt contre le nucléaire, mais il y en a qui disent qu'ils savent pas trop. Ils disent que c'est un grand débat quand même en Belgique le nucléaire. Bon bref, faudra qu'on regarde ça. Après, encore une fois, moi je suis pas forcément pro-nucléaire de tout temps dans tous les pays. Hein. Je connais un peu mieux la situation de la France. Et encore, je suis pas un grand connaisseur et j'ai l'impression qu'en France, on a quand même un savoir-faire par rapport à ça. Et que pour la transition écologique, si on peut éviter de passer par des centrales qui polluent comme des centrales à charbon ou à gaz, c'est pas mal. Oui, mais après, je dis pas que le Luxembourg doit avoir des centrales nucléaires ou que la Belgique doit avoir des centrales nucléaire. J'en sais rien, en fait, je connais pas la situation que vous avez. Mais il faut pas être dogmatique en fait sur l'idée de la centrale nucléaire parce que comme on l'a vu, je sais pas si tu avais entendu, ça s'est remonté à tes oreilles, mais par exemple aux dernières élections, je sais qu'en France, les filles qui prenaient pas trop parti pour les centrales nucléaires avaient quand même eu le meilleur programme politique au niveau énergétique évalué par Jean Covici, il me semble. D'accord, ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'était par rapport à la Belgique qu'il avait dit ça? Non, par rapport à la France. Ah oui. En fait, je parle de ça par rapport à la France. Dire que, voilà, il faut pas avoir un aspect dogmatique sur le centrale nucléaire, même en tant qu'énergie de transition, parce sûr. Que vraiment. Non, mais Jean Covici avait dit clairement que le problème de la France Insoumise c'était le meilleur au niveau écologie, donc mais parce qu'il y a aussi la construction qui compte. Parce que le problème du PCF, c'est qu'il y a pas assez de propositions, je trouve, dans leur programme. Je pense qu'au niveau de l'énergie, le programme du PCF, selon Jean Covici, j'imagine, est un peu mieux. Par contre, l'AFI est clair sur là, tout ce dont tu parlais des emballages, mais eux, ils parlent beaucoup, je sais pas, de la construction des bâtiments, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper ou la rénovation, la mise aux normes et tout, et ça, c'est hyper important aussi. Hein. Mmh. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat, non, pas dans le chat. D'ailleurs, toi, tu me disais. Que vous étiez contre la taxe carbone et je voyais ce matin un tweet de Sandrine Rousseau qui était là en mode il va falloir taxer tout ce qui pollue et tout. Et ça c'est typiquement l'écologie que nous on peut avoir au centre gauche en France, qui est assez insupportable parce que moi je veux bien qu'on limite des choses, je veux bien qu'on interdise des trucs, ça me gêne pas, qu'on planifie des choses, mais qu'on taxe des choses, c'est-à-dire qu'on dise en gros les riches ils peuvent polluer mais les pauvres ils peuvent pas polluer. Je trouve ça assez honteux quoi, parce que ok tu taxes la viande, tu dis ouais la viande ça pollue, tu vas te retrouver avec des gens qui sont pauvres et qui vont pas bouffer de viande, et le mec qui est riche il va continuer à bouffer de la viande quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on fait pas plutôt quelque chose par rapport à la planification directement sur la production de la viande? Pourquoi est-ce qu'on fait pas quelque chose par rapport à, j'en sais rien moi, la consommation de viande de viande par an? Bon, on va pas commencer à faire des quotas évidents quoi, mais on peut faire de la prévention, des choses comme ça, mais commencer à se dire ouais les gamins des pauvres ils mangeront moins de viande parce que ça coûtera trop cher, je trouve ça assez honteux quoi. Ça, très clairement, en fait, ça découle en fait de l'idéologie dominante qui essaye d'homogénéiser un peu le tout, enfin, qui nous sort un discours un peu où on serait l'équivalent des riches sur le plan écologique, etc. Alors que moi, je suis pas du tout, enfin, et je pense au bon nombre de mes camarades ne sont pas du tout d'accord avec ça. Très clairement, il y a
une classe qui consomme et une classe qui produit. La taxation carbone, elle met à mal la classe qui produit. Moi, je suis désolé, je suis d'accord avec ce que disait Dominique Pagani, par exemple, quand il dit voilà, vous nous parlez de diminuer nos consommations, allez dire ça à la petite ménagère qui a déjà du mal à finir les fins de mois. C'est pas possible, votre discours est intenable. Et va dire ça à un Indien ou un Africain, quoi. C'est parce que oui, ça se tient plus déjà dans nos pays que dans leur pays, quoi. Non, ouais, c'est vrai. Tu dis à un Africain, tu vas pas avoir accès à l'électricité parce qu'en fait, il y a des gars à l'autre bout de la planète qui ont baisé la planète parce qu'ils consomment 25 fois plus que toi. Je suis là, mais ouais, ok, super. Non, mais c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. C'est vraiment. Et alors, sur d'autres sujets, par exemple, en France, je sais que vous avez retiré l'ISF, hein, c'est ça? Oui. Enfin, vous, c'est Macron, c'est pas moi qui ai retiré l'ISF, tu sais. Oui, non, c'est toi. Vous avez voté pour Macron, voilà. Non, mais je sais que voilà, par exemple, ils prennent des mesures directement pour la classe qui consomme, la classe des capitalistes. Ça, ils ont aucun mal à faire ça. C'est marrant parce que tu parlais de Dominique Pagani, donc tu dois bien connaître, je pense, Pagani Kluskar, mais ouais, elle est pas mal, je trouve, la définition qui est un peu fallacieuse, Kluskar, mais quand il dit qu'en gros la différence entre la bourgeoisie et le prolétariat, c'est qu'il y a une classe qui consomme et il y a une classe qui consomme plus qu'elle produit, une classe qui produit plus qu'elle consomme, mais c'est vraiment ça, et c'est ce que tu entends dans ce discours. On va mettre des taxes. Tu te dis en gros les gars qui produisent, ils vont encore moins consommer, quoi, alors que c'est eux qui produisent, quoi. Et puis les gens qui ont de la thune, ils vont continuer à consommer. J'avais vu que Bernard Arnault il pollue autant que 200 000 Français par an avec son jet et tout. Donc t'imagines, et t'es là, t'inquiète, on va juste mettre une taxe. Non, mais en fait faut interdire à ce type là d'avoir un trier les déchets, hein. Non, mais c'est ça, tu vois. Genre, c'est pas en T'as déjà vu, petite parenthèse, t'as déjà vu Lordon sur sa remarque comme quoi il trie pas les déchets expressément? Attends, oui, je l'ai déjà vu, mais je me souviens plus ce qu'il dit. Il disait moi je trie pas les déchets et je le fais de mauvais cœur, hein, mais c'est parce que j'ai pas envie de faire économiser en fait les sociétés de tri de l'argent aux grands patrons, hein, il avait fait avec son ton un peu comme ça de one man show dans ses il est marrant Lordon, ses conférences. Yes. Je crois qu'après tu voulais nous parler, maintenant qu'on a fait un peu le tour de la ligne du PTB, de la montée du fascisme en Belgique, qui a l'air d'être importante aussi, comme en France. Oui, j'aimerais faire quand même une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Parce que en dehors du parti, il y a aussi beaucoup de mouvements antifascistes qui prennent place de plus en plus en Belgique à la réaction de mouvements fascistes qui augmentent de plus en plus. Okay. Alors pour l'instant, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils apparaissent de plus en plus, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou même en politique, notamment avec... Enfin, je vais peut-être pas utiliser ce terme-là en politique, mais en tout cas, ils apparaissent plus sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que les vrais fascistes, c'est pas les antifascistes au final? C'est ça, mais c'est totalement ça. Mais on se mange les mêmes remarques que vous, hein, c'est à cause de vous. Non, mais très clairement, en fait, en Belgique, on a essayé de bâillonner un petit peu l'extrême droite. Alors, il y a un cordon sanitaire. Ça, c'est un truc un petit peu que vous devez pas connaître. Le cordon sanitaire, en fait, en Wallonie, par exemple, c'est un cordon médiatique qui fait que les partis d'extrême droite n'ont pas leur place sur les médias. Voilà. C'est très clair là-dessus. Nous, on avait un peu ça jusqu'à ce que Mitterrand commence à faire monter le Front National, et puis bon, jusqu'à maintenant où c'est devenu l'inverse. Maintenant, c'est presque la gauche qui est devenue en dehors de l'arc républicain et bâillonné. Ouais. Et vous, ça tient toujours, ça? Alors, nous, ça tient toujours, oui. Ça tient toujours. Il y a aussi un cordon sanitaire politique qui fait qu'en fait, les partis peuvent pas faire s'associer en fait avec des partis d'extrême droite. Il y a aussi ça. Ça vaut pour la Flandre et la Wallonie. Mais la spécificité médiatique, c'est pour la Wallonie. D'accord. Alors, tac. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. Donc en fait, il y a une montée un peu de groupes d'extrême droite qui apparaissent, mais c'est deux groupes en fait qui prennent des dynamiques différentes. Là, d'un côté, des groupes que je vais appeler qui vont adopter une stratégie de lepénisation vis-à-vis de Marine Le Pen, qui est d'avoir une stratégie de communication, de dédiabolisation. Et tu as une autre
stratégie qui est un peu Zemmour, mais encore plus loin, encore plus hard. Et t'as par exemple, je vais donner un exemple très simple. Hein. Il y a eu un moment donné, c'était dans les années 2015, si je dis pas de bêtises, un groupe qui s'appelle Nation, un groupe d'extrême droite en Belgique, qui s'est amusé en plein Bruxelles, en plein jour, à tabasser un SDF. Tu vois. Donc on a eu ça dans le plus grand des calmes. Voilà, ça a fait parler un petit peu, mais c'était filmé. C'était voilà, se dire que le mec pouvait tabasser un SDF dans le plus grand, comme ça, en plein jour, c'est un peu effarant. C'était filmé ce truc-là? Ça a été filmé, ouais. Ça a été filmé, c'est d'ailleurs pour ça que ça a pu avoir un petit écho. Il y avait des militaires qui étaient présents, ils n'ont pas agi, ils ont appelé la police, tu vois. Donc bon. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a, c'est pour ça aussi que, au-delà aussi du fait de simplement présenter le PTB et de présenter la montée du fascisme et l'antifascisme, moi j'appelle ceux qui t'écoutent et qui résideraient en Belgique, qui seraient francophones, germanophones ou néerlandophones, à en fait prendre parti, ne plus rester indifférent, ne plus rester spectateur, dirais de bord, voilà, ne plus contempler la vie des autres. Parce que voilà, ceux en face, ils s'organisent. Voilà, il faut bien vous dire ça, c'est qu'ils s'organisent et ils se rassemblent. Ils ont été divisés pendant un long moment. Tout est parti de Léon Degrelle, qui était un nazi flamand, tout ça. Tout est parti de là. Puis ils ont commencé à avoir plein de scissions. Par exemple, avec Marine Le Pen qui a voulu se dédiaboliser. Du coup, elle a fait scission avec le FN belge. Et après, là, ils commencent petit à petit à se rassembler parce qu'en fait, la politique de scission, ça fonctionne pas. Donc, nous, de notre côté, voilà, nous, on a un front antifasciste, qu'il soit liégeois, montois. On a des groupes antifascistes à Tournai. Ça, c'est proche de la France, d'ailleurs. On a... et voilà, moi, j'invite, en fait, les gens à essayer de regarder. On a le Monsantifa, il y a le site Monsantifa, il y a le site Front Antifasciste Liégeois, sur lequel ils peuvent aller se renseigner, prendre contact avec les gens et regarder voilà, ce qu'ils pourront apporter dessus. Je sais pas si tu es au courant, toi, mais par exemple, Jordan Bardella, que tu dois bien connaître, il a été à une conférence d'un parti, enfin, c'est un groupe, pour l'instant, c'est une ASBL, mais qui veut bientôt former un parti. C'est une association, une organisation, c'est voilà une assos, je dirais. D'accord. Je m'étais jamais interrogé sur ce que ça voulait. C'est quoi les initiales? Asso à but non lucratif. Dans le... Ouais, c'est association sans but lucratif. Ok. Et voilà. Pour l'instant, ils sont référencés comme ça, il me semble. Et en fait, le groupe s'appelle Chez Nous. Et typiquement, voilà, les mecs un peu voilà, ils ont pas ça fait un peu nom de restaurant en France. Mais vous, de quoi? Ça fait nom de restaurant en France, mais vous c'est un truc fasciste. C'est vrai. Et voilà, Jordan Bardella par exemple, il a donné des conférences en fait avec le mouvement Chez Nous sans aucun problème, tu vois. Il s'est clairement présenté en faveur d'eux, il a essayé de montrer qu'il était favorable à la montée de ce parti-là. D'accord. Voilà. Et au niveau électoral, ça pèse quoi tout ça en Belgique, ces partis d'extrême droite? Les partis d'extrême droite, comme je t'ai dit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ils sont en Flandre, ils sont premiers et deuxièmes. Ouais. Hein. Le mouvement Chez Nous. Donc eux deux, ils font quasiment la majorité. Ils sont quand même beaucoup. Ouais, et j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire oui, le parti Chez Nous, en fait, il essaye de prendre appui en Wallonie. Donc encore une fois, voilà, Flandre au nord, Wallonie au sud. Le parti Chez Nous, il veut prendre racine en Wallonie. Et là, je sais pas à combien. Dans les sondages, c'est difficile parce qu'en fait, il est tellement peu qu'il est dans, tu vois, la catégorie autre, qui en fait, dans les sondages, ils sont à 5%. 8%, pardon. Mais dans la catégorie autre, t'as plein de petits partis. Ouais, d'accord. Ouais. Et pour le niveau fédéral, vous avez des élections aussi. Ils se retrouvent comment l'extrême droite là-dedans? Et le PTB?
Tac. Alors, je sais pas. Tu vas en venir avec ta question. Je veux dire, ils sont premiers en Flandre. Ils sont premiers en Flandre, le PTB est deuxième en Wallonie. Au niveau fédéral, ça se recompose comment? Ils restent premiers ou les partis d'extrême droite? Au niveau fédéral, je sais pas s'il y a des élections fédérales, moi j'en sais rien. Non, c'est comme ça en fait, ils votent et en fait, ouais, ils sont au niveau fédéral, le Vlaams Belang, il est premier parti, quoi. Ok, il est premier parti aussi, ouais. Et ces partis d'extrême droite, ils sont tous les deux ultra-libéraux, ou il y en a qui font un peu la stratégie Le Pen, en mode, ouais, on est un peu entre deux, on est pour le peuple, je sais pas quoi. La fameuse, avec le fameux Front National Socialiste, c'est ça? Ouais. Non, il y a pas ça. Non, ils sont très libéraux. Hein. Ils se le cachent pas du tout. Ok. Parce que c'est pas un tabou, tu vois. Ouais. C'est là où en fait il y a une situation particulière en Belgique, pardon, vis-à-vis de la France. C'est que en France, il peut y avoir une certaine dichotomie, type gauche-droite. Ouais. Et donc en fait, un parti comme le RN, il doit essayer de faire la jonction entre le social et, soi-disant le social et le libéralisme. Tandis qu'en Belgique, comme c'est vraiment très très large, comme c'est très très large au sens où tu peux pas simplement dire voilà, moi je suis. Tu peux pas essayer de faire la jonction des deux si t'es concentré sur un truc. Par exemple, le Vlaams Belang, typiquement, il est concentré sur la Flandre et donc il va se dire voilà, libéral tranquille, tu vois. Ouais. Le PTB, qui essaye d'avoir un niveau beaucoup plus large sur les deux camps. Ben là, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué en fait de faire face à à des personnes comme le Vlaams Belang, parce que en Flandre, elle est radicale la scission. T'as les ouvriers et toute la haute classe qui va plutôt aller vers le Vlaams Belang. Ouais. Je vois le truc. Ouais. Est-ce que t'as d'autres choses à dire par rapport à ça, ou est-ce qu'on passe au dernier point? Tac, le dernier point. On peut passer au dernier point. J'ai mentionné. J'ai mentionné les groupes. Si jamais il y avait des Belges qui t'écoutaient, francophones qui voulaient rejoindre. Il y a des groupes Antifa, il y a les groupes. On a même eu un groupe Tendance Marxiste Internationale. On a un groupe aussi Rupture et Renouveau. Franchement, on essaye. Tu connais la Tendance Marxiste Internationale? Oui. Ok. Les auditeurs doivent connaître aussi. Je suis pas persuadé, hein, tu peux la présenter. Moi, j'en fais pas partie, je connais pas bien. Je sais que c'est une tendance actuellement dans le PCF. La tendance marxiste internationale, c'est un mouvement qui en fait essaye de reprendre la tradition marxiste et d'avoir des points d'appui en fait sur tout le globe. En fait, ils essaient de prendre appui avec tous les camarades qui sont un peu dispersés à travers la planète. On a un site belge qui est marxiste.be. Donc là-dessus pour retrouver, il y a une revue, il y a des articles qui sont écrits par les membres du mouvement. Voilà. La TMI, c'est ceux qui tiennent marxiste.org. C'est aussi une tendance qui est un peu trotskiste, non? Oui. Si j'ai bien compris, parce que je connais pas par cœur tout le comment ça s'appelle le trotskist game français, mais si j'ai bien compris, dans le PCF, avant il y avait la riposte, je crois, qui était un petit courant trotskiste et qui est un peu devenu la tendance marxiste internationale. Si je vous raconte pas de conneries, s'il y a des gens du PCF dans le chat, je veux bien qu'ils nous disent. Mais de ce que j'ai compris, c'est ça qui s'est passé, quoi. Bref, on a calmé tout le monde avec ces histoires ultra précises. Attends, mais tu veux... Ça fait bien groupusculaire, quand même. Ils ont considéré le site Wiki Rouge et voilà, j'achève sur ça. Ouais. Comme ça, on peut passer au dernier point qui, pour moi, est vraiment l'objet phare en fait de cette interview. Ouais, l'objet phare, c'est que tout le monde est attendu en Belgique. C'est quoi, c'est le 9 et 10 septembre, c'est ça? C'est le week-end du 9 et 10 septembre, du coup, 2023, pour Manifesta, qui est l'équivalent belge de la fête de l'UMA. Ouais. En mieux, évidemment, vu que c'est belge. Et du coup, en tête d'affiche,
voilà, quand je dis que c'est l'objet phare de cette interview, c'est pas parce que je vais déblatérer plus longtemps que je l'ai fait sur les autres sujets, peut-être même moins, enfin sûrement moins, mais c'est parce que voilà, j'appelle vraiment tous ceux qui veulent militer, tous ceux qui veulent participer en fait à la situation politique belge de gauche, ils peuvent participer avec Manifesta. Il y a plusieurs façons de participer. Il y a forcément acheter son ticket et venir. Il y a acheter son ticket et faire du bénévolat. Si vous n'êtes pas disponible ces jours-là, n'hésitez surtout pas à aller sur le site et regarder le ticket de soutien. Il est plus cher, mais c'est un ticket qui, comme porte son nom, est un ticket de soutien très clairement. C'est-à-dire que si jamais il s'avère qu'un membre ne pourrait pas se payer un ticket à cause d'une situation financière trop délicate, on pourra compter sur le soutien d'autres membres pour lui payer son ticket. On pourra compter sur l'argent des tickets soutien pour diverses activités et permettre proposer plus de choses aux gens pour que ce soit beaucoup plus attractif, pour montrer que voilà, la gauche n'est pas morte. Au contraire, on se renouvelle chaque année. Ouais. Alors, Manifesta, en tête d'affiche, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'affiche de Manifesta. Mais si, ça fait longtemps qu'on m'en parle de la Manifesta. Alors malheureusement, je crois que je pourrais pas y aller, mais ouais, l'affiche est belle. Là, je vous ai mis dans le chat le site internet. Faudra que je pense à le faire aussi quand je mettrai sur YouTube. Si j'y pense pas, c'est pas compliqué. Vous tapez MANIFIESTA, vous trouvez directement sur internet. Et vas-y, raconte-nous un petit peu l'affiche, les gros noms. Alors, je vais directement rentrer dans le truc avec les gros noms. Je sais que toi, t'en parles parfois. Il y a Rachel Keke, voilà, qui vient de France pour Manifesta. On a Louis Boyard, qui vient de France également. On a Olivier Matteux. Ah, on a Olivier Matteux. Voilà. Si vous voulez aller voir Olivier Matteux, allez à la Manifesta. Il est sur l'affiche. Ah ouais, j'ai vu. Il est sur l'affiche. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit, ouais, les gens, tu sais, c'est pas le plus gros nom, c'est pas le mec le plus connu. Mais moi, je me suis dit, putain, il y a Olivier Matteux, quoi. Ouais, mais on peut clairement dire que t'as fait un peu sa pub, hein, en vrai. Je veux dire, c'est pas de façon péjorative, mais clairement. Clairement. On a besoin aussi de personnes comme ça à l'intérieur du mouvement social français, c'est-à-dire des gens qui font un lobby presque très radical et qui poussent aussi les gens qui sont peut-être un peu plus bureaucrates ou un petit peu plus réformistes, quoi, à se dire bon bah si on est trop réformiste, en fait il y a un gars vénère derrière et les gens vont aller le voir, quoi. Donc je trouve que sa position est intéressante. C'est vrai. C'est un peu la fenêtre d'Overton, Olivier Matteux, quoi. Ouais, mais il faisait franchement des masterclass avec ses interviews, il fumait en pleine interview, c'était franchement génial. Ah ouais, génial, ouais. Il regarde un match de l'OM pendant les débats, le mec. C'est trop marrant. Ah non, c'était vraiment bien. Et il y a aussi Victor Castanet, qui vient de France. Je sais pas si vous connaissez. Je connais deux noms. C'est un réalisateur français qui a fait un documentaire sur Orpea, sur les dirigeants en fait des EHPAD. Mais voilà, Manifesta, c'est pas que ça. C'est aussi des débats. Il y a un débat entre Raoult et Louis Boyard, par exemple. Ah oui, tu parlais du professeur Raoult. Je me disais pourquoi il y a le professeur Raoult qui n'était pas avec Louis Boyard. Non, c'est votre secrétaire général. Avec Debout. Il y a aussi l'avenue de Chris Moll. Ça, je sais pas si tu l'as déjà présenté. Chris Moll, non. C'est celui qui a fait le syndicat Amazon aux États-Unis. D'accord. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça doit être grave stylé comme truc. Ouais, il y aura aussi évidemment des ateliers. Donc franchement, il faut venir parce que d'une part, on aura des têtes d'affiche vraiment très très intéressantes pour le coup, qui auront des choses intéressantes à nous apprendre et à nous fournir. Par exemple, Chris Moll, il va faire des ateliers pour montrer comment un syndicat ça peut se mettre en place avec une entreprise aussi grande que celle d'Amazon. On a d'autres ateliers également qui est comment gérer le racisme sur son travail. On a il y a quoi d'autre? Il y a aussi on va parler aussi de d'autres sujets belges. Par exemple, il y a la franchisation du Deleuze. C'est une chaîne de magasins énorme en Belgique qui a 700 magasins et en ce moment ça essaie d'être franchisé. C'est un carnage parce que voilà, on se bat contre ça.
mais enfin les travailleurs du Deleuze, les syndicats et tout le monde se regroupe contre ça. Il y aura des gens qui seront présents à la manifesta pour présenter un petit peu le combat. Il y aura des choses un petit peu plus ludiques comme Ciné Fiesta qui va présenter. Voilà, je sais que dans ton public, il y a des gens qui aiment bien écouter un peu Antoine Goya également, qui se regardent un peu de films. Il y aura des films qui seront présentés sur le thème de la guerre et paix, des films sur la Palestine, des courts-métrages féministes. Il y aura aussi des films dédiés à la lutte sociale et syndicale. Ouais, ça a l'air grave cool, hein. Ah non, mais c'est vraiment... Ah oui, et Et l'ambiance est comment là-bas? C'est détendu comme truc? Oui, c'est très très détendu, franchement c'est un festival, hein. Il faut le voir, il faut vraiment comme un festival et pas du tout comme étant une conférence, tu vois, géante. C'est vraiment, tu vas, il y aura du sport, il y aura des tournois d'échecs, des bières locales. Donc voilà, si jamais vous êtes français et que vous voulez boire des vraies bières pour une fois, vous pouvez venir. Et alors je sais pas, échecs et bière, je me dis c'est pas forcément les trucs que je mettrai ensemble, mais non, mais c'est il y a de tout quoi. Vraiment... Ouais, je vois le truc. C'est cool. Bon, tournois de foot. Je vous invite surtout là, j'ai vu la JC du Nord qui sera présente, tous ceux qui sont dans le Nord, en plus c'est pas très loin de chez eux au final et non, c'est pas du tout non, c'est pas si loin que ça. Et j'allais dire, oui, c'était pour revenir sur un truc que tu avais évoqué tout à l'heure en demandant, voilà, c'était quoi la position, est-ce qu'elle était scientifique ou pas, la position du PTB sur le réchauffement climatique. Il faut savoir qu'il y aura une conférence sur comment discuter la conférence s'appelle Comment discuter avec votre cousin climato-sceptique. Donc voilà. D'accord. Si jamais vous voulez venir. C'est pas mal ça. Il y a un aspect scientifique. Il y a aussi comment dire, une militante qui est née à Hong Kong et qui vient en fait pour parler de la lutte des migrants au Canada. Des migrants chinois, hongkongais, enfin. Je comprends pas pourquoi une militante qui est née à Hong Kong parle de la lutte. De quoi? Je comprends pas pourquoi une militante née à Hong Kong parle de la lutte des migrants au Canada, tu sais. Non mais c'est parce que c'est une comment dire, elle se dit internationaliste et elle a grandi dans ce mouvement-là. Je crois qu'elle a grandi en fait au Canada. D'accord. Je préfère pas dire de bêtises là-dessus. Ouais, non, bien sûr. Non, elle a grandi en Chine. Je dis des bêtises, ne m'écoutez surtout pas. C'est le stress. Ah, tu vois, t'es en train de chauffer des gens pour venir là. Dans le chat, ils disent ouais, c'est à 1h30 de chez moi, je me chauffe et tout. Ah, mais par contre, alors ça c'est vrai, c'est que le nord de la France et la Belgique, c'est vraiment pas loin du tout. Hein. Bien sûr. Moi, je pense que si vous regardez les Blablacar, vous serez étonné de voir, mais c'est 1h, 1h30, c'est vraiment pas loin du tout. Hein. C'est ceux qui sont sur l'île ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai à rajouter sur Manifesta? Il y aurait d'autres choses à rajouter, mais franchement j'invite tous les gens à aller sur le site, rien que pour regarder les affiches qu'il y a, et pour qu'ils se fassent une idée un petit peu de s'ils ont envie d'y aller, s'ils n'ont pas envie d'y aller, parce que franchement c'est chouette, il y a plein de trucs. Pour les enfants de 12 ans, c'est super bien animé. Si jamais vous voulez venir en famille, n'hésitez pas à inviter vos familles là-bas. C'est vraiment un chouette festival. J'aime bien comment il arrive à vendre ça. Il arrive à la fois à nous dire qu'on va boire des bières avec Olivier Matteux, à la fois qu'il faut venir en famille, et à la fois qu'il y a des débats, il y a des échecs, et puis... Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est une diversité, moi, qui me plaît énormément. Ouais, ça a l'air grave cool. Hein. Ça a l'air cool, et on croirait un peu... Enfin, ça fait un peu fête de l'UMA, mais en plus petit, donc aussi peut-être en plus... tu croises peut-être plus facilement tout le monde, parce que la fête de l'UMA, c'est immense. Et du coup, c'est aussi bien, quoi, je trouve. C'est sympathique comme truc. Mais ah oui, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, pour ceux qui veulent cette info. Ok. Donc il y a d'autres infos, n'hésitez pas à aller sur le site. Et voilà. Ok, très bien. On peut terminer là-dessus. Hein. On peut terminer là-dessus. Il est 11h en plus. J'ai un nouvel interviewé en plus après. Et puis, comme ça fait une capsule en plus qui est
qui se regarde bien. Je pense qu'il va durer 1h10, un truc comme ça. Donc, du coup, Ça te dérange pas, je peux passer à peut-être un petit remerciement, Ouais, vas-y, petite vas-y, dédicace, comme je suis en live. En tout cas, je remercie mes camarades belges en tout cas qui m'ont bien aidé à préparer cette interview. Ceux également de Monsantifa et de la TMI, de notre section en Belgique. Je remercie aussi la CCL, qui est le Centre culturel libertaire de Lille. Ils m'ont bien aidé aussi. Voilà, comme ça, ils se reconnaîtront. Et je te remercie aussi, Pat During, pour l'interview et pour la possibilité de s'exprimer. Je trouve que tu fais un boulot assez génial. Et vraiment, ne lâche rien et continue. Franchement, c'est génial ce que tu fais. Je pense que tu as converti énormément. Tu as converti plus de gens de gauche que tu ne le crois. Ouais, peut-être. Je pense à travers ton discours. Non, mais c'est pas peut-être. Moi, je te le dis clairement, tu as converti beaucoup de gens à gauche parce qu'on avait une sorte de discours dominant en fait sur Internet vis-à-vis de la droite. T'es venu avec ta petite moustache, ton ton d'humour et tes bouquins. Tu nous as bien vendu ça. Franchement, bien joué à toi et on te remercie de nous laisser une plateforme sur laquelle on puisse s'exprimer en tant que gens de gauche. Ouais, bah c'est super sympa. Mais de toute façon, c'est un peu le but aussi. Là, là, je vais partir un peu en vacances. Je reviendrai après en août. Mais j'ai envie de pouvoir inviter un peu tout le monde, même des courants qui sont pas forcément les miens, parce que je trouve que des fois, on sait pas ce que c'est. La TMI, je connais le nom. Moi, je sais juste c'est des trotskistes. Ils ont un site internet un peu stylé. Et puis voilà, en gros, c'est ce que je sais. Après, il y a les trucs anarchistes, j'y connais pas grand-chose. Je trouve que c'est intéressant d'avoir d'entendre des voix comme ça de gens auxquels on parle jamais. Et je trouve ça un peu dommage pour le coup qu'il y ait des gros youtubeurs de gauche qui maintenant, qu'ils ont un peu d'abonnés, des trucs comme ça, ils se disent ah ouais, je vais interviewer je sais pas, tu vois, quand Usul interviewe Marine Tondelier, c'est intéressant, mais je trouve qu'à côté il devrait aussi donner plus la parole à des gens d'extrême gauche, même je te dis des Anas Kazib et tout. Je suis pas sur la ligne d'Anas Kazib, mais je trouve que c'est intéressant. C'est des gens qu'on n'entend pas forcément beaucoup dans les médias, des gens je sais pas, des anarcho-syndicalistes, des gens même qui sont catégorie Stal ou des trucs comme ça, parce que voilà, si on les voit pas chez des youtubeurs de gauche, on les verra jamais en fait, ces gens-là, et ça peut permettre aussi à des gens de se politiser, parce que là tu parles de la TMI, tu parles de petits groupes, mais en général c'est là où il y a le plus d'effervescence intellectuelle, militante, c'est là où on se politise le mieux, parce qu'on est avec souvent des gens très très déter. Alors je dis pas qu'on va y rester toute sa vie dans des groupuscules et tout, même si pour le coup la TMI du coup c'est différent, parce que ça c'est à la fois des petits groupes, mais c'est à la fois dans des grands partis, donc t'as un peu les deux côtés, tu vois. Mais rejoindre des gens dans des petits groupes qu'on connaissait pas avant, se former, et puis après soit y rester, soit changer, je trouve que c'est intéressant, quoi. Non, c'est vrai, t'as raison, et juste, je vais rajouter ça, c'est qu'en fait, ça offre des dynamiques un petit peu plus particulières, au sens, de façon, que j'oppose en fait à l'universel, c'est-à-dire que t'as des petits gens, ouais, c'est un peu... Non, mais t'as un petit groupe de gens qui vont en fait avoir une dynamique un peu propre à eux, ils vont être 4-5 dans un local, voilà, même chez eux, ils vont faire des réunions chez eux, si tu veux, à 4-5, ils vont se donner à fond pour populariser par exemple, je sais pas, tel mouvement de gauche, etc. Et ce sera beaucoup plus visible que de forcément, de manière obligatoire, rejoindre un gros truc qui va un peu surplomber le tout. Voilà, moi je dis pas aux gens faites ci ou faites ça, et on peut faire les deux. Moi je fais les deux. Je suis dans des petits groupes qui ont leur propre dynamique et je suis dans des grands groupes comme le PTB, et je trouve que c'est une très bonne manière de faire. Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est intéressant. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter le PTB, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, puis j'espère qu'il y aura des gens à la manifesta, et puis que ça prendra des selfies avec Rachel Keke, avec Olivier Matteux. On te fera une dédicace. C'est à l'hippodrome d'Ostende, si jamais pour les gens. On te fera une petite dédicace. Ok. Bon, merci à toi, merci. Et merci à vous. Bonne journée. Allez, à la prochaine.